Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer la première séance du module concernant, bien sûr, l'écologie 2, SVI S5. Donc ce module d'écologie 2, il est réparti en deux sous-modules, ou bien il est divisé en deux demi-modules. Le premier élément de module est appelé la dynamique des populations. Donc c'est moi qui va vous enregistrer toutes les informations sur la dynamique des populations. Donc le deuxième élément de module, donc ça va parler sur la répartition des végétaux. Il va être enseigné par monsieur l'ALMI. Donc là, pour le moment, donc on va voir l'élément de module dynamique des populations. Mais avant de commencer de parler de la dynamique des populations, je voudrais bien vous faire une introduction, la première séance. Donc ça va être une introduction sur l'écologie. On va définir ce que c'est que l'écologie, l'intérêt de l'écologie. On va vous expliquer certains termes qu'on trouve toujours quand on étudie l'écologie. Donc ce sont des termes qui vont se répéter chaque fois qu'on parle de l'écologie, donc il faut les reconnaître. Donc en gros, donc on va parler au niveau de cette séance-là, donc on va parler de 9 éléments. Donc tout d'abord, on va voir une introduction à l'écologie dans laquelle on va définir et expliquer ce que c'est que l'écologie d'une façon générale. Donc deuxièmement, donc on va parler de que signifie le terme écologie, parce que que signifie le terme interaction en écologie, parce que le terme interaction, donc, il a une grande ampleur dans l'étude écologique. Donc, troisièmement, on va voir qu'est-ce qu'un facteur écologique, on va définir ce que c'est qu'un facteur écologique. Quatrièmement, les facteurs, on va parler des facteurs abiotiques. Qu'est-ce que c'est que les facteurs abiotiques? Parce que ces facteurs abiotiques, donc c'est eux qui conditionnent la distribution, qui conditionnent bien sûr la distribution des organismes sur la planète. Donc il faut les reconnaître, il faut les savoir. Donc ce sont les facteurs abiotiques externes bien sûr. Donc cinquièmement, donc on va voir les organismes. Donc on va voir que les organismes ou bien la majorité des organismes ont développé 3 types d'adaptation pour résister aux conditions abiotiques défavorables. Ça veut dire que chaque individu, chaque espèce, si vous voulez, donc, ou bien beaucoup d'organismes, donc ils ont développé des adaptations pour résister dans leur milieu, ou bien pour résister si les conditions abiotiques ou bien les facteurs abiotiques qu'on va définir sont défavorables. En sixième temps, donc, on va voir l'écologie requiert beaucoup de connaissances. Ça veut dire que l'écologie, pour faire de l'écologie, ça demande ou bien il faut avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir faire des recherches au niveau de l'écologie, que ce soit de l'écologie animale ou bien que ce soit de l'écologie végétale. Donc on parle d'une façon générale. Septièmement, donc on va parler de l'écologie. Donc qu'est-ce qu'il va apporter l'écologie? Donc l'écologie va apporter les connaissances nécessaires pour cerner les problèmes de l'environnement. Donc en faisant l'écologie, donc en faisant l'écologie, donc on va avoir beaucoup des idées, beaucoup des informations qui vont nous montrer les différents types de problèmes au niveau de l'environnement. Donc ces problèmes-là, il faut les comprendre et les résoudre. C'est ça l'intérêt de l'écologie. Ça veut dire faire des études sur le terrain, bien sûr. Donc voir quels sont les problèmes qu'on peut retrouver sur le terrain ou bien qu'on peut trouver directement sur le terrain. Il faut comprendre ces problèmes et il faut essayer de les résoudre d'une façon écologique ou bien d'une façon pour éliminer la majorité de ces problèmes-là. Donc, huitièmement, l'écologie est une science expérimentale difficile. Donc, on va vous expliquer un petit peu pourquoi elle est difficile. Et neuvièmement, donc l'écologie apporte
à progresser grâce à de nouvelles façons de faire. Ça veut dire qu'il y a des outils, il y a beaucoup de choses qui sont introduites au niveau des études écologiques et ça nous a permis de faire progresser la recherche au niveau de l'écologie. Donc, grosso modo, ce qu'on va voir au niveau de cette séance, donc avant de parler de la dynamique des populations, donc on va essayer d'expliquer ces 9 cas, donc de l'introduction à l'écologie jusqu'à l'écologie à progresser grâce à de nouvelles façons de faire. Donc ce sont des données de base qu'il faut reconnaître, qu'il faut avoir au niveau de votre tête pour pouvoir faire, ou bien pour pouvoir faire la dynamique des populations. Donc, on va passer en premièrement. Premièrement, c'est introduction à l'écologie. Donc, là, on va définir un petit peu ce que c'est que l'écologie pour avoir une idée beaucoup plus nette sur l'écologie d'une façon générale. Donc là, je vous ai mis au niveau de ce diapo donc une grande définition. C'est une science. Donc l'écologie, c'est une science qui étudie les organismes. Donc les organismes. Et quand on parle des organismes, donc là, on n'a pas fait la distinction entre les végétaux et les animaux. Donc on parle des organismes d'une façon globale. Donc quand on parle des organismes d'une façon globale, sans dire si ce sont des animaux ou bien si ce sont des végétaux, donc on parle des organismes. Donc quand vous entendez le mot organisme, donc ça peut être un végétal comme ça peut être un animal. D'accord? Donc c'est une science qui étudie les organismes. Ça veut dire qu'il étudie les espèces animaux et les espèces végétales d'une façon globale. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier au niveau de ces organismes? Donc, entre parenthèses, donc là, je vous ai mis, donc c'est l'étude des organismes, et entre parenthèses, leur distribution et leur abondance. Ça veut dire, on va voir les organismes, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, et là, on va s'intéresser à leur distribution. Ça veut dire comment ils sont distribués sur la planète, ou bien comment ils sont distribués de point de vue géographique, ou bien comment ils sont distribués sur un écosystème, ou bien sur un biotope. Donc, leur distribution, comment ils sont distribués. Donc ça, cette distribution, donc on va la détailler un petit peu plus tard, quand on va aborder la dynamique de population. Mais en gros, là, c'est une science qui étudie les organismes. Et là, au niveau de ces organismes, on va voir deux choses. Leur distribution et leur abondance. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, on va voir ces organismes, comment ils sont distribués à l'échelle géographique, à l'échelle d'un écosystème. Et en même temps, on va voir leur abondance. Est-ce qu'ils sont bien beaucoup plus abandonnés? Est-ce qu'il y a un grand effectif de ces organismes? Est-ce qu'il y a peu de ces organismes? Ça veut dire, est-ce qu'on a des espèces abondantes? Ou bien est-ce qu'on a des espèces qui sont ce qu'on appelle les espèces rares? Ça veut dire on les trouve quelques individus tout simplement. Donc, c'est une science qui étudie les organismes. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier leur distribution et leur abondance. Ça, c'est un premier temps. En deuxième temps, toutes les interactions qu'ils ont avec leur milieu. Donc, ça veut dire, on va voir l'étude de ces organismes et l'interaction de ces organismes avec leur milieu. Et dans le milieu, donc, on a deux types de milieux. On a le milieu biotique. Donc, on a le milieu biotique. Donc, le milieu biotique, comme je vous ai montré là, donc, c'est le milieu relatif au vivant. Ça veut dire en étudiant les interactions entre ces organismes et le milieu biotique, ça veut dire là, on va voir quelles sont les relations qui existent entre les individus de la même espèce et entre les individus d'espèces différentes. Donc ça, on étudie les interactions biotiques, ça veut dire les relations entre les organismes, entre eux. Donc, avant d'expliquer un petit peu ça, donc tout d'abord, donc
tout d'abord, il faut faire une distinction beaucoup plus nette entre une espèce et un individu. Donc, une espèce, donc bien sûr, une espèce c'est un nom féminin, c'est pas une espèce, c'est une espèce. Donc, une espèce, elle est constituée par plusieurs individus. Donc, plusieurs individus, ils peuvent constituer ce qu'on appelle une espèce. Et là, quand on regarde les interactions des organismes avec le milieu biotique, ça veut dire que ce qu'on va regarder, on va regarder les interactions, bien les relations entre les individus de la même espèce. Donc là, on travaille dans une espèce. On va voir par exemple la concurrence ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses entre les individus d'une même espèce. Et on peut voir la relation entre individus d'espèces différentes. Donc là, donc si vous voulez, donc là, il faut avoir une vision beaucoup plus nette. Donc il faut toujours faire la distinction pour ne pas mélanger un individu et une espèce. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc une espèce, elle est constituée par plusieurs individus, comme l'être humain. Donc nous sommes des êtres humains, donc on est une espèce, mais elle est constituée par les individus, par plusieurs individus, que ce soit des individus masculins ou bien des individus féminins. Donc là, quand on regarde la relation entre les individus d'une espèce, donc comme si on fait la relation entre les organismes et leur milieu biotique. De l'autre côté, donc bien sûr, on va voir l'interaction de ces organismes avec le milieu abiotique. Donc avec le milieu abiotique, ça veut dire le milieu abiotique, c'est relatif au milieu physico-chimique. Donc ça, c'est pas relatif au vivant, c'est relatif au milieu physico-chimique. Donc là, on va voir quelles sont les relations entre ces organismes et les facteurs ou bien les facteurs abiotiques. Les facteurs abiotiques comme par exemple la température, l'eau, la lumière, le vent et le sol. Donc là, j'en ai choisi uniquement certains facteurs abiotiques les plus intéressants, comme la température, l'eau, la lumière, le vent et le sol. Donc ça, c'est les facteurs du milieu abiotique. Donc, en gros, pour définir ou bien pour faire une introduction à l'écologie, donc l'écologie, c'est l'étude des organismes entre eux, et c'est l'étude aussi des organismes entre eux et le milieu abiotique. Ça veut dire, quand on fait l'écologie, donc on va regarder, ou bien sur le terrain, ou bien dans un écosystème, on va voir quelles sont les relations qui existent entre les individus d'une même espèce et entre les individus d'espèces différentes. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on va voir ces organismes, ou bien quelle est la relation qui existe entre ces organismes et les milieux abiotiques, ou bien les facteurs abiotiques qu'on trouve dans l'environnement, comme les facteurs température, eau, lumière, vent et sol. Donc, si vous voulez, donc pour résumer là, donc l'écologie, c'est l'étude des organismes. Qu'est-ce qu'on étudie au niveau de ces organismes? On va étudier leur distribution et leur abondance. Donc, en étudiant leur distribution et leur abondance, on va aborder en même temps quelle est la relation qui existe entre les individus d'une même espèce et quelle est la relation qui existe entre toutes les espèces qui se trouvent dans le milieu, dans l'écosystème, ou bien dans l'aire dans laquelle on fait l'étude, et le milieu physico-chimique. Ça veut dire on va voir quelle est la relation qui existe, ou bien quelle est la relation qui existe entre ces organismes et les facteurs physico-chimiques comme la température, l'eau, la lumière, le vent, le sol. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs abiotiques. Donc là, j'en ai mis uniquement 5 facteurs abiotiques qui sont la température, l'eau, la lumière, le vent et le sol. Donc voilà, ça c'est l'étude. Donc quand vous entendez écologie, donc c'est l'étude des organismes.
que ce soit animal ou bien végétal. On va voir leur distribution, on va voir leur abondance dans le milieu ou bien dans l'écosystème. Et en même temps, dans cet écosystème, on va voir quelles sont les relations qui existent entre les individus d'une même espèce. Et on va voir en même temps quelles sont les relations qui existent entre les espèces différentes. Quelles sont les relations qui existent entre les espèces différentes. Ainsi, et enfin, donc on va voir les conséquences de ces interactions. On va voir les conséquences de ces interactions. Est-ce que ces interactions apportent un bénéfice positif pour l'écosystème ou bien apportent un bénéfice négatif pour l'écosystème? Donc, grosso modo, donc je répète, c'est l'étude des organismes. Donc, on va étudier leur distribution, leur abondance. Et à l'intérieur de, lorsqu'on fait ces études-là, en même temps, on va voir les relations entre les individus de même espèce et on va voir les relations entre les espèces et les facteurs abiotiques, les facteurs de l'environnement. Et pour finaliser, donc, on va voir quelles sont les conséquences de ces interactions. Est-ce que ces interactions sont positives ou bien négatives pour l'environnement? Ça, c'est en premier temps. Donc, on va passer en deuxième partie, ou bien partie numéro 2. Là, on a nommé que signifie le terme interaction en écologie. Donc, pour définir le terme interaction, donc l'interaction, c'est une influence réciproque entre les organismes entre eux et entre les organismes et leur milieu. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait l'écologie, donc on va voir quelle est la relation qui existe entre les espèces, que ce soit animaux, que ce soit végétaux. Donc là c'est une relation entre les organismes. Et on va voir quelle est la relation entre ces organismes et les facteurs abiotiques, ou bien les facteurs de l'environnement. Donc l'interaction, c'est une influence réciproque. C'est une influence réciproque. Donc une influence réciproque entre les organismes. Donc c'est une influence réciproque entre bien sûr les organismes et leur milieu. Donc réciproque, ça veut dire on a comme une réaction chimique, là on a aller et vient. Donc réciproque, donc il va dans ce sens et retourne de l'autre côté. Donc c'est une interaction. Donc dans le milieu environnemental ou bien dans la nature, donc on a défini à peu près 4 types d'interactions. Donc on a tout d'abord l'interaction directe. Donc l'interaction directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là je vous ai donné quelques exemples pour vous faire comprendre l'interaction directe. Ça veut dire que les gros arbres diminuent la quantité de lumière au sol disponible pour les autres plantes. Ça veut dire que les gros arbres, donc ils vont diminuer donc la quantité de lumière au sol disponible pour les autres plantes. Ça veut dire qu'ils vont donner de l'ombre sur le sol. Donc les végétaux qui sont moins grands que les arbres, donc ils vont être dans l'ombre. Et s'ils sont dans l'ombre, donc la quantité de lumière elle va diminuer. Bien sûr, la quantité de photosynthèse au niveau de ces plantes-là, il va diminuer à cause de la diminution de la lumière. Donc là, c'est une interaction directe, les gros arbres, donc diminuer la quantité de lumière pour les autres plantes, et de l'autre côté, les autres plantes, ils ne vont pas grandir, ou bien ils vont faire un retard dans leur développement à cause du manque de la lumière. Donc les végétaux ils vont pas grandir, et lorsqu'ils vont mourir, donc bien sûr la quantité de fertilisation ou bien la quantité de fertilisation ou bien la destruction de ces plantes pour apporter les éléments minéraux et organiques au niveau du sol, donc il va être un petit peu plus faible. Donc là c'est une interaction directe. Donc deuxième interaction, ce qu'on appelle l'interaction indirecte. L'interaction indirecte, ça veut dire là, il y a un intermédiaire. Donc ça veut dire, là, je vous ai mis un exemple, c'est que les excréments des animaux, les excréments, ce sont les déchets solides.
Donc les excréments des animaux s'incorporent graduellement, ça veut dire s'incorporent mais d'une façon verticale au sol. Ça veut dire que les excréments ou bien la matière, les déchets des animaux, ils vont rentrer verticalement dans le sol avec l'aide des bactéries, bien sûr, pas que les bactéries, il y a les bactéries, les champignons et plusieurs insectes qui peuvent participer à cette incorporation. Donc les excréments, ils vont s'incorporer verticalement dans le sol par l'intermédiaire des bactéries, des champignons, des petits insectes et contribuent ainsi à l'enrichissement du sol afin que les plantes en profitent. Ça veut dire que ces excréments, lorsqu'ils vont pénétrer graduellement dans le sol, donc ils vont enrichir le sol par les éléments, par les éléments que les plantes ils peuvent utiliser. Ça veut dire là, c'est une sorte de fertilisation du sol, comme si on fait fertiliser le sol. Ça veut dire que les excréments, ils contiennent des éléments minéraux, des éléments organiques. Ces excréments ou bien ces éléments minéraux et organiques, ils vont être libérés ils vont être libérés ou bien travaillés par les bactéries, les champignons et certains micro-organismes. Donc, et là, on va assister à la fertilisation du sol. Le sol va être fertilisé. Il y a plusieurs éléments minéraux, il y a plusieurs matières organiques qui vont s'incorporer graduellement ou bien qui vont rentrer dans le sol. Et ces éléments minéraux, ils vont être à la disposition des racines des plantes. Et ces plantes-là, ils vont en profiter. Ça veut dire qu'ils vont utiliser ces éléments minéraux, ces éléments organiques pour pouvoir faire la photosynthèse, bien sûr, avec la lumière. Donc là, on a appelé interaction indirecte parce que donc, les animaux, ils vont donner les excréments, mais ils ne vont pas donner ces excréments, ou bien les matières organiques et minérales qui se trouvent dans ces excréments, ils ne vont pas les donner directement à la plante. Donc, il y a un intermédiaire. Donc, ces excréments-là, ils vont être travaillés par les bactéries, les champignons, les mycéliums. Donc, ils vont travailler cette matière organique, ils vont dégrader cette matière organique pour avoir les éléments biogènes, ça veut dire les éléments qui vont être utilisés par les racines de plantes pour que les plantes puissent utiliser ces éléments biogènes qui proviennent bien sûr des excréments des animaux pour le développement des végétaux, pour le développement des plantes. Ça, c'est l'interaction indirecte. Donc, il n'y a pas de direct entre les animaux et la plante. Donc, troisièmement, il y a l'interaction immédiate. L'interaction immédiate, donc un renard, donc un exemple, un renard qui mange une grenouille. Donc, immédiatement, le renard, il va manger une grenouille, donc c'est une interaction immédiate et la grenouille va être consommée par le renard. Quatrièmement, donc, on a une interaction différée. C'est quoi une interaction différée? Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc, les faucons, ça c'est un faucon, bien ça c'est le mulot, ou bien le rat, si vous voulez, de la campagne. Ça c'est un mulot. Donc, c'est quoi? C'est que les faucons influencent le patrimoine génétique de mulot et en conséquence leur évolution car restreint le succès reproductif de certains individus. Ça veut dire que lorsque le faucon repère un mulot, donc dans le milieu naturel, donc il va le prendre, le manger, le consommer, et comme ça, donc la population de mulots, donc ils vont diminuer et le brassage génétique entre les mâles et les femelles, il va être diminué. C'est comme ça qu'on dit que influence le patrimoine génétique des mulots. Ça veut dire que en consommant les mulots, donc le nombre de la population de mulots, il va diminuer et le brassage génétique ou bien le patrimoine génétique de mulots, il va être diminué, comme si lorsque le faucon consomme le mulot, ça veut dire qu'il empêche l'évolution, et cette évolution, ça veut dire qu'il empêche le phénomène de reproduction,
et lorsqu'il empêche le phénomène de reproduction, donc à ce moment-là, il peut influencer génétiquement sur le patrimoine génétique du milieu. Donc là, on a 4 types d'interactions. Interaction directe, indirecte, immédiat et différé. Donc là, qu'est-ce qu'un facteur, en troisièmement, qu'est-ce qu'un facteur écologique? Donc là, on va définir ce que c'est qu'un facteur écologique. Là, je vous ai mis, au niveau de ce diapo, c'est un facteur susceptible d'agir sur les organismes. Donc, toujours quand vous entendez le mot organisme, donc, ça peut être un animal comme ça peut être un végétal. Donc, c'est un facteur susceptible, ça veut dire capable d'agir sur les organismes vivants en les éliminant, en modifiant leur densité et en les empêchant de se reproduire, etc. Ça veut dire un facteur écologique, c'est un facteur qui peut agir directement ou bien qui peut avoir une influence sur un autre organisme. Donc, ça veut dire un facteur qui va avoir un effet positif ou bien négatif sur un organisme. Donc, effet négatif comme un facteur, il peut éliminer par exemple un organisme. Par exemple, lorsqu'on a la sécheresse, donc il y a la disparition de certains végétaux. Donc la sécheresse ou bien augmentation de la température, diminution de l'eau, donc elle va éliminer certaines espèces végétales. Donc ça c'est donc la sécheresse, comme on l'a défini comme augmentation de la température, diminution de la quantité de l'eau. Donc la sécheresse est un facteur qui peut éliminer un organisme végétal ou bien un organisme animal. En modifiant leur densité, ça veut dire que si on a un facteur qui va agir sur une population et la population, donc soit il va augmenter de taille, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'effectifs, ou bien diminuer de taille, avoir moins d'effectifs. Donc là, c'est un facteur écologique. En les empêchant de se reproduire, ça veut dire donc un facteur, il peut empêcher deux individus de même espèce de se reproduire. Donc ça, c'est un facteur écologique. Donc un facteur écologique, normalement, il doit avoir un effet sur un organisme, que ce soit animal ou bien que ce soit végétal. Si son effet est neutre, ou bien il n'a pas d'effet, donc on ne va pas considérer ce facteur-là un facteur écologique. Donc un facteur écologique, un effet, que ce soit positif ou bien que ce soit négatif sur un organisme. S'il n'a pas d'effet, donc ce n'est pas un facteur écologique. Donc là, on a défini 2 types de facteurs écologiques. Les facteurs écologiques sont les facteurs, si vous voulez, abiotiques. Donc les facteurs abiotiques, comme on a dit tout à l'heure, facteurs relatifs au vivant. Ça veut dire facteur écologique, facteur relatif au vivant. Ça veut dire là, quand on va étudier les facteurs abiotiques, donc on va voir seulement les relations entre les individus de la même espèce, et là on parle d'intraspécifiques, les facteurs intraspécifiques. Et si on regarde la relation entre individus d'espèces différentes, donc à ce moment-là on parle de facteurs interspécifiques. Donc, quand on utilise les facteurs abiotiques, ça veut dire là, on va voir uniquement la relation qui existe entre les individus de la même espèce, et dans ce cas-là, on parle d'une relation interspécifique, ou bien on va étudier les relations entre individus d'espèces différentes, et à ce moment-là, on va parler de relations interspécifiques. Donc, on a aussi, ou bien de l'autre côté, bien sûr, on a les facteurs abiotiques. Donc, les facteurs abiotiques, ce sont les facteurs relatifs au milieu physico-chimique. Et dans ce cas-là, on parle de les facteurs environnementaux, comme la température, l'eau, la lumière, bien sûr, le vent et le sol. Donc là, ce sont les facteurs abiotiques ou bien les facteurs physico-chimiques.
Donc là, ces facteurs-là, les facteurs abiotiques, donc ce sont les facteurs qu'on trouve dans la nature. Donc ils sont apportés par l'environnement, comme la température, l'eau, la lumière, le vent, le sol. Donc là, je vous ai mis uniquement 5 facteurs, mais il y en a dans l'environnement, il y en a plusieurs facteurs abiotiques. Donc, pour résumer au niveau de ce diapositive, donc un facteur écologique est un facteur qui doit avoir un effet sur un organisme. Et cet effet, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, s'il a un effet positif ou bien négatif, donc on peut l'appeler un facteur écologique. S'il n'a pas d'effet, donc un facteur neutre, donc on ne peut pas le considérer comme un facteur écologique. Et parmi les facteurs écologiques, on a les facteurs biotiques qui sont relatifs aux vivants, comme si on regarde la relation entre les individus d'une même espèce, et dans ce cas-là, on parle des relations intraspécifiques. Si on regarde les relations entre les espèces, donc à ce moment-là, on va parler des relations interspécifiques. Donc ça, c'est pour les facteurs abiotiques. Mais au niveau des facteurs abiotiques, comme je vous ai dit, donc il faut toujours faire une distinction pour ne pas confondre ce que c'est un individu et une espèce. Donc bien sûr, une espèce, elle est toujours constituée par plusieurs individus. Donc, ou bien plusieurs individus constituent ce qu'on appelle une espèce. Donc, quand vous parlez d'espèce ou bien d'individu, il faut mettre en votre tête, bien sûr, ou bien il faut avoir clair au niveau de votre esprit la relation entre individus, parce que il ne faut pas mélanger un individu avec une espèce. Donc, si on regarde les facteurs abiotiques et on regarde la relation entre les individus de la même espèce, donc à ce moment, on parle des relations intraspécifiques. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur d'une espèce. C'est pour cela qu'on a appelé intraspécifique. Ça veut dire les relations entre les individus de la même espèce, comme la compétition par exemple. Quand on regarde la relation entre les individus d'espèces différentes, entre deux espèces différentes, donc là, à ce moment-là, on parle des relations interspécifiques. Ça veut dire entre les espèces. Par contre, les relations ou bien les facteurs écologiques abiotiques sont les facteurs qu'on trouve au niveau de l'environnement, comme la température, l'eau, la lumière, le vent, le sol, l'exposition. Donc, il y en a plusieurs au niveau de l'environnement. Quatrièmement, on va parler des facteurs abiotiques. Pourquoi? Parce que les facteurs abiotiques, ou bien les facteurs qu'on trouve dans l'environnement, qui sont la température, l'eau, la lumière, le vent, le sol, etc., conditionnent la distribution des organismes sur la planète. Donc, tout à l'heure, au niveau de la première exposé, au niveau de la première diapositive, donc je vous ai dit que l'écologie, c'est une science qui étudie les organismes et, entre parenthèses, leur distribution. Donc, on va voir comment ils sont distribués. Comment on va voir ils sont distribués. Soit une distribution à l'échelle de la planète, soit une distribution à l'échelle d'une aire géographique, soit une distribution dans un écosystème. Donc, ça dépend de l'échelle sur laquelle on fait l'étude de la distribution des organismes. Donc, bien sûr, ce qu'il faut tenir là, c'est que les facteurs abiotiques, ça veut dire les facteurs environnementaux, comme la température, l'eau, la lumière, le vent, le sol, c'est eux qui conditionnent la distribution des organismes sur la planète. Ça veut dire qu'un organisme ne survit bien sûr dans son écosystème que s'il tolère les facteurs abiotiques de son habitat. Ça veut dire s'il tolère, ça veut dire s'il résiste. Un organisme ne survit, ça veut dire ne peut devenir vivant sur un écosystème que s'il tolère, s'il résiste, ça veut dire s'il résiste aux facteurs abiotiques de son environnement. Et de ce point-là, bien sûr, les facteurs abiotiques, donc,
pour que l'organisme survive dans son écosystème. Donc, il doit résister à la température au niveau de cet écosystème. Il peut résister à la quantité d'eau au niveau de cet écosystème, à la lumière, au vent, au sol, etc., etc. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est que la position ou bien la distribution des espèces dans une planète ou bien dans un écosystème ou bien sur une aire géographique ne se fait pas au hasard. Ça veut dire une espèce qui va se trouver dans un milieu donné, ça veut dire que cette espèce, il résiste ou bien il est adapté aux facteurs abiotiques au niveau de cet écosystème. Donc la distribution ou bien la répartition des espèces sur une planète ou bien sur un écosystème ne se fait pas au hasard. Ça veut dire une espèce qui va se trouver dans un écosystème quelconque, ça veut dire que cette espèce, il résiste ou bien il tolère les facteurs abiotiques qui se trouvent au niveau de cet écosystème. Donc, s'il fait froid, donc cet organisme qui se trouve là, dans un écosystème froid, donc il aime le froid, donc il est là. Donc le hasard n'existe pas. Ça veut dire que les espèces, pour survivre dans un écosystème, il doit résister, il doit tolérer les facteurs abiotiques ou bien environnementaux de cet écosystème. Donc là, les facteurs abiotiques, donc là je vous ai mis un exemple, température, eau, lumière, vent, sol. Et là, je vous ai mis un étoile au niveau de la température et de l'eau pour vous montrer que la température et l'eau sont des facteurs qui influencent le plus la distribution des organismes. Ça veut dire que parmi l'ensemble des facteurs abiotiques ou bien parmi l'ensemble des facteurs écologiques de l'environnement, donc bien sûr la température et l'eau sont les deux principaux facteurs qui agissent beaucoup sur la distribution des organismes. Ils ont un grand pouvoir sur la distribution des organismes, que ce soit sur un écosystème, sur une région et bien sûr une planète. Donc, deuxième temps, les facteurs abiotiques varient d'une région à l'autre. Donc, ils varient d'une région à l'autre, ça veut dire que les facteurs abiotiques, ils varient dans l'espace. Ça veut dire que si on est au niveau de la ville de Fès, donc il faut beaucoup plus chaud que si on est au niveau de la ville de Ifrane. Donc là, c'est une variation régionale. Et les facteurs abiotiques, bien sûr, la température, l'eau, etc., tout ça, donc il varie d'une région à l'autre. Le taux de précipitation à Ifrane, ce n'est pas égal au taux de précipitation au niveau de Fès. Donc là, les précipitations comme facteur écologique, ils changent d'une région à l'autre, donc ils changent dans l'espace. Et en même temps, les facteurs abiotiques varient aussi d'une saison à l'autre. D'une saison à l'autre, ça veut dire dans le temps. Ça veut dire, si on est dans la même région, par exemple la région de Fès, donc si on regarde la température, bien sûr la température, il va changer d'une saison à l'autre. Donc en été il fait chaud, en hiver il fait froid, en automne et en printemps il fait un petit peu clément. Ça veut dire que pour vous montrer ou bien pour avoir une idée sur les facteurs abiotiques ou bien les facteurs environnementaux, c'est que les facteurs abiotiques, donc ils changent d'une région à l'autre, ça veut dire dans l'espace. Si on va d'une région à une autre région, bien sûr, on ne va pas avoir les mêmes facteurs abiotiques, ils vont changer. Si on monte dans l'altitude, bien sûr, les facteurs abiotiques, ils vont changer. Si on fait l'inverse, on descend dans l'altitude, bien sûr, les facteurs abiotiques, donc ils vont changer. Et si on reste stable dans une région, donc bien sûr, ces facteurs abiotiques, ils vont changer dans le temps. Ça veut dire d'une saison à l'autre, on va avoir un changement de ces facteurs abiotiques. C'est pour cela que je vous ai mis donc un exemple là, le changement des facteurs abiotiques d'une région à l'autre. Ça veut dire si on est dans la zone équatoriale, dans l'équateur, donc il fait chaud et humide.
et dans le pôle, dans les pôles, que ce soit le pôle nord ou bien le pôle sud de la planète, donc il fait froid et sec. Donc là, si on passe d'une région ou bien d'une zone à une autre zone, donc les facteurs abiotiques, ils font changer en fonction de la position géographique. Donc en fonction des saisons, donc les facteurs abiotiques changent d'une saison à l'autre. Ça veut dire, si on est dans la même région, donc en hiver, saison des pluies, il fait beaucoup de pluie et froid, et en été, saison sèche. Donc il y a la quantité de pluie qui va augmenter en hiver et va diminuer en été si on est dans la même région. Ça veut dire changement des facteurs abiotiques d'une saison à l'autre. Donc là, c'est un changement dans le temps, si on est stable dans une région donnée. D'accord? Donc, quand on parle du sol, donc bien sûr, le sol est un facteur, donc, est un facteur abiotique, est un facteur environnemental, et le sol est un facteur qui est abiotique et qui influence la distribution, et qui influence bien sûr la distribution des végétaux, et par conséquent, celle des animaux via la chaîne alimentaire. Parce que les végétaux, ils présentent, comme je vous ai dit au départ, donc, quand on fait l'étude écologique, c'est l'étude de la distribution des organismes, que ce soit les organismes animaux ou bien que ce soit les organismes végétaux. Et quand on regarde le sol, donc le sol est un facteur abiotique qui a une grande influence sur la distribution des végétaux. Et s'il a un effet sur la distribution des végétaux, donc automatiquement, il a un effet sur la distribution des animaux, parce qu'on a des herbivores, par exemple, qui consomment les végétaux. Donc, s'il y a ces végétaux-là, pour les animaux herbivores, donc on va trouver ces animaux herbivores. S'il n'y a pas de végétaux, donc on ne va pas trouver les herbivores au niveau de cet écosystème. Donc, le sol joue un facteur très important aussi, comme la température et l'eau, sur la distribution des végétaux. Donc, l'importance du sol, donc qu'est-ce qu'il rapporte le sol? Donc le sol fournit l'eau et les sels minéraux. Bien sûr, il fournit l'eau et les sels minéraux pour la végétation. Donc l'eau et les minéraux, bien sûr, ils vont être pompés par les végétaux pour faire la photosynthèse avec la lumière. Donc ça veut dire là, les sels minéraux comme le phosphate, le nitrate, etc., nécessaires à la photosynthèse des végétaux. Donc la structure physique du sol, donc ça veut dire que la nature du sol, on peut avoir une sol argileuse constituée par l'argile ou bien sablonneux constitué par du sable, et son pH, bien sûr, chaque sol a son pH qui détermine le type de végétation qui s'installe. Donc la structure du sol physique, donc la nature du sol et la nature du pH du sol, il permet l'installation de certaines espèces et d'autres espèces qui n'aiment pas ce type de sol, par exemple, ou bien ce type de pH, donc ils ne vont pas s'installer au niveau du sol. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que le sol donc, est un facteur abiotique qui peut influencer sur la distribution des végétaux. Et dernièrement, donc, la nature du sol conditionne les types d'organismes qui peuvent s'y fixer, ou s'y enfouir. Donc la nature du sol donc, conditionne les types d'organismes qui peuvent s'installer et bien sûr les espèces animales qui peuvent s'enfuir au niveau du sol. Donc si par exemple on a fait un exemple d'adaptation, donc un sol sablonneux sera habité par les animaux fouisseurs comme les pétoncles. Comme les pétoncles, ce sont des espèces qui peuvent s'enfuir dans le sol, bien sûr si le sol est sablonneux, s'il est constitué par l'argile, donc ces animaux ils ne veulent pas s'installer parce qu'ils ne vont pas le pouvoir de s'enfuir ou bien de s'enfoncer ou bien s'enfuir dans le niveau du sol. Un sol rocheux sera couvert par des algues capables de se cramponner. Donc, la nature du sol, donc bien sûr, elle a un effet très important sur l'installation de la végétation. Quand on dit l'installation de la végétation, automatiquement,
l'installation des animaux parce qu'il y a une relation trophique ou bien ce qu'on appelle la chaîne alimentaire qui existe entre les végétaux et les animaux. S'il y a l'installation de certaines espèces végétales, donc certains animaux qui consomment ces végétaux ou bien qui vivent aux dépens de ces végétaux, donc ils vont s'installer. S'il n'y a pas ces végétaux, donc il n'y a pas les animaux qui vivent aux dépens de ces végétaux. Donc là, un exemple sur un sol calcaire et un exemple sur un sol argileux. Donc vous voyez les différences de végétation sur le sol calcaire et sur le sol argileux. Donc c'est totalement différent, c'est pas le même type de végétation. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que au niveau de la distribution des végétaux et des animaux, donc c'est pas le hasard qui compte, mais ce sont les facteurs abiotiques de l'environnement qui conditionnent l'installation des espèces animales et des espèces végétales. Donc, plus les facteurs abiotiques sont favorables, si les facteurs abiotiques ou bien les facteurs environnement sont favorables, plus les organismes sont nombreux et variés, et l'inverse, et vice-versa. Si les facteurs abiotiques sont défavorables, les organismes ne vont pas s'installer, ne vont pas être très variés. Donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple, au niveau de l'équateur. Donc si on prend là, à l'échelle de la planète, la région, à l'échelle de la planète, là, l'équateur, elle est là, à ce niveau-là, donc au milieu de l'Afrique qui va passer. Donc forêt tropicale, donc au niveau de l'équateur, on trouve la forêt tropicale. Donc au niveau de cette forêt, on a une abondance de lumière. Donc il y a beaucoup de lumière, et il y a aussi beaucoup de chaleur et beaucoup de pluie et beaucoup d'eau. Donc il y a la lumière, la chaleur et le pluie. Donc ce sont les facteurs abiotiques favorables. Donc ce sont des facteurs abiotiques favorables. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une grande biodiversité. Une grande biodiversité, ça veut dire qu'on a au niveau de l'équateur, on a beaucoup des espèces différentes. Ça veut dire biodiversité, ça veut dire beaucoup d'espèces qui sont différentes. Une grande biodiversité, et ça veut dire qu'il y a un maximum d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces qu'on peut trouver dans l'équateur. Pourquoi? Parce que les conditions au niveau de l'équateur, les conditions environnementales ou bien les facteurs abiotiques sont favorables. Donc, puisqu'ils sont favorables, donc on va trouver plusieurs espèces et en plus en grande taille. Par contre, si on va un petit peu vers le nord, à ce niveau-là, donc au niveau du nord, à l'échelle de la planète, donc région désertique. Donc là, c'est la région désertique, c'est le Sahara, comme le centre de Sahara. Donc la biodiversité, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que du sable et de la chaleur. Donc on va trouver uniquement les espèces qui vont résister à la chaleur et du sable qu'on va trouver au niveau du Sahara. Donc la biodiversité, elle est faible. Donc on ne va pas trouver beaucoup d'animaux ou bien beaucoup d'espèces au niveau de la région désertique. Par contre, la même chose, donc au niveau du pôle. Donc au niveau du pôle, on a par exemple l'extrême nord, donc ça c'est le pôle nord, et le pôle nord, donc soit on l'appelle le pôle nord, soit on l'appelle l'Arctique, la zone arctique, là où il gèle tout le temps, là il fait froid, il gèle, il y a des calottes glaciaires. Et au niveau de l'extrême sud, donc l'extrême sud, c'est ce qu'on appelle l'Antarctique. Donc au niveau du pôle nord, arctique, ce qu'on appelle zone arctique, au niveau du pôle sud, ce qu'on appelle la zone antarctique, donc soit dans le pôle nord, soit dans le pôle sud, donc la biodiversité, elle est faible. Pourquoi la biodiversité, elle est faible? Parce qu'il fait très froid, il n'y a que des calottes glaciaires, et là, on peut trouver uniquement certaines espèces qui peuvent résister à cette température froide, beaucoup plus froide, et qui peuvent résister aux calottes glaciaires. Donc la biodiversité, elle est faible. C'est pour cela qu'on a dit à ce niveau-là que plus les facteurs
abiotiques sont favorables, plus les organismes, que ce soit animaux ou bien végétaux, sont nombreux et variés. S'ils sont nombreux et variés, donc on a directement une grande biodiversité. Et vice-versa, si les facteurs écologiques ou bien si les facteurs écologiques abiotiques sont défavorables, donc les organismes sont moins nombreux et la biodiversité, elle est faible. Donc là, on va passer au numéro 5. Numéro 5, pour vous montrer, ou bien pour vous rappeler, si c'est possible, donc ça, on le trouve toujours quand on fait des études écologiques, que les organismes ont développé 3 types d'adaptation pour résister au conditionnement abiotique. Donc là, je répète, abiotique défavorable. Donc là, je répète que les facteurs abiotiques sont les facteurs qui sont capables de agir sur la distribution des organismes, que ce soit animal ou que ce soit végétal, au niveau à l'échelle de la planète ou bien à l'échelle d'un écosystème. Donc, si les conditions abiotiques sont favorables, comme on a dit dans cette diapositive, donc les organismes sont nombreux et variés, Par contre, si les conditions ne sont pas défavorables, ou bien si les conditions abiotiques sont défavorables, donc à ce moment-là, pour résister au conditionnement ou bien aux conditions abiotiques défavorables, donc les organismes, ils vont développer, selon l'organisme, 3 types d'adaptation pour résister à ces conditions abiotiques défavorables. Donc, si les animaux ou bien les végétaux se trouvent dans un milieu défavorable, donc en fonction de temps, et là l'adaptation, il va prendre toujours beaucoup de temps. En fonction de temps, donc on va voir, ou bien on va parler de 3 types d'adaptation. Adaptation morphologique, adaptation physiologique, adaptation comportementale. Donc, en prenant comme départ l'adaptation morphologique, c'est la structure. C'est la structure physique particulière, telle la présence de plumes. Ça veut dire que là, je vous ai mis en photo, là on trouve les plumes des oiseaux. Donc, les oiseaux, pour résister au froid, donc en fonction du temps, ils ont fait une adaptation morphologique, ça veut dire ils ont développé les plumes au niveau de leur corps pour avoir chaud, pour résister aux conditions défavorables, pour résister à la baisse de la température, aux conditions abiotiques, ou pour résister à la baisse de température dans une région. Donc les oiseaux, ils vont développer au niveau de leur corps le plumage pour avoir beaucoup plus chaud. Donc là, c'est une adaptation morphologique. Donc les oiseaux ont développé au niveau de leur corps le plume pour résister à la faible température dans une région. Donc c'est une adaptation morphologique. Donc adaptation physiologique, comme par exemple processus interne, comme le resserrement des vaisseaux sanguins quand il fait froid. Donc là, c'est une adaptation physiologique. Adaptation physiologique, ça veut dire quand il fait froid, donc le diamètre des vaisseaux sanguins, il va diminuer. Et lorsque le diamètre des vaisseaux sanguins, il va diminuer, donc le débit de la circulation de sang, il va augmenter. Donc il va augmenter et le rythme cardiaque, il va augmenter. Et si le débit de la circulation augmente et le rythme cardiaque augmente, donc à ce moment-là, on va gagner un petit peu de température au niveau de l'organisme. Donc là, c'est une adaptation physiologique. Donc ça veut dire que les espèces qui vivent dans le milieu froid, donc ils peuvent présenter des vaisseaux sanguins beaucoup plus restreints, moins de diamètre et une augmentation de la circulation et de la fréquence cardiaque pour avoir beaucoup plus chaud. Donc là, exemple, c'est une adaptation physiologique. Donc là, on peut parler aussi d'une adaptation comportementale. Une adaptation comportementale, c'est l'action par l'organisme pour se mettre à l'abri de la pluie. Donc, adaptation comportementale, ça veut dire lorsqu'on est dans un milieu
où il y a de la pluie, donc on ne va pas rester sous la pluie, donc on va chercher un abri. Donc automatiquement, c'est une adaptation comportementale donc, qui existe chez les animaux lorsqu'il fait beaucoup de pluie, lorsqu'il pleut, donc ils vont se mettre à l'abri et c'est une adaptation comportementale. Bien sûr, donc là je vous ai mis au niveau de ce diapo donc plusieurs types d'adaptation. Donc là on va voir ces exemples. Donc chez le caméléon c'est cette espèce-là que vous connaissez tous. Donc il s'adapte donc lorsqu'on le met sur un support, donc il va prendre la couleur de ce support-là pour se camoufler au prédateur, parce que pour se cacher, pour ne pas être visible pour les prédateurs, donc il prend la couleur du support sur lequel il se trouve. Donc là, c'est une adaptation, si vous voulez, c'est une adaptation physiologique. Donc la pigmentation qui change, ça veut dire la coloration qui change des caméléons. Donc là, c'est une adaptation physiologique, comme je vous ai dit. Donc le caméléon, qu'on appelle l'arbier, etc. Donc il va prendre la couleur du support sur lequel il trouve pour se cacher des prédateurs. Donc là, on a aussi d'autres types d'adaptation, c'est le type de vision. Donc pour le type de vision, on a la vision nocturne et la vision diurne. Donc la vision nocturne, ça veut dire que là, l'animal, donc il regarde mieux pendant la nuit que pendant le jour. La vision diurne, c'est il regarde mieux pendant la journée que pendant la nuit. Et donc là, on a donc je vous ai mis là deux exemples. Vision nocturne pour la boum. Donc la boum, il regarde mieux pendant la nuit pour repérer les proies, alors que les faucons, ils regardent mieux pendant la journée pour repérer les proies. Donc ils ont adapté une forme des yeux qui est pour observer mieux la nuit, ou bien pour observer mieux pendant la journée. Donc pour la nuit, c'est l'adaptation des yeux nocturnes, et pour la journée, c'est l'adaptation des yeux diurnes. Donc, il y a aussi une adaptation sur la moyenne de locomotion, comme cet exemple-là. Donc là, c'est une adaptation morphologique. Donc là, on a les bipèdes, ça veut dire qu'ils marchent sur deux. On a les quadripèdes qui marchent sur quatre, pour les singes, là. On a la suspension, donc ils passent d'un arbre à un autre arbre. Donc là aussi, c'est une adaptation morphologique. Là, on a le saut. Là, on a les espèces qui marchent sur les branches. Donc là, c'est une adaptation pour être toujours dans les hautes arbres pour bien sûr échapper aux prédateurs. Donc là, c'est une adaptation, si vous voulez, morphologique. Donc on a aussi la taille de certains organes comme les griffes et les cornes. Donc la taille de certains organes comme les griffes et les cornes. Donc là, c'est les cornes. Donc le corps de certains animaux, donc ils vont développer des cornes pour se défendre. Donc en fonction de temps pour résister et pour combattre. Donc bien sûr les ennemis, donc ils vont développer les cornes pour se battre et pour résister. Là aussi c'est la même chose, les griffes, donc ça dépend des espèces. Et on a des espèces qui présentent des griffes beaucoup plus pointues et plus longues, et des espèces qui présentent des griffes moins pointues, moins longues. Bien sûr là c'est une adaptation pour prendre des proies, pour chasser les proies. Donc là aussi c'est une adaptation, si vous voulez, morphologique. Donc autre type d'adaptation, donc la forme des becs chez les oiseaux. Donc la forme des becs chez les oiseaux, comme vous voyez là. Donc celui-là, donc cet oiseau donc présente un bec plus fin et arqué, donc pour le nectar, pour sucer le nectar à partir du fleur. Donc pour faire pénétrer le bec dans les fleurs. Donc l'oiseau il reste loin, rien que le bec il rentre. Donc pour absorber le nectar, donc c'est une adaptation
morphologique. Donc bien sûr, ça c'est le bec pour les oiseaux insectes qui pêchent les insectes, pour chasser les insectes. Donc un bec qui est un petit peu moins long et un petit peu robuste. Donc là c'est pour la vase. Donc l'oiseau donc il va chercher la nourriture au niveau de la vase. Donc les petites larves, les petits animaux qui se trouvent dans la vase, donc il présente un bec de cette forme-là, beaucoup plus pointu, beaucoup plus long. Donc bien sûr, là pour ces oiseaux, donc il présente un bec moins long et résistant, donc beaucoup plus robuste. C'est pour les graines, pour casser les graines, la même chose pour celui-là. Donc il présente bien sûr un bec moins long et robuste pour casser les gros graines, ainsi de suite. Donc là, c'est les becs des oiseaux. Donc chaque oiseau, il présente, ou bien il va présenter une adaptation morphologique pour avoir une sorte de bec qui va être utile pour son milieu de vie. Donc aussi, lorsqu'on parle d'adaptation, donc la forme des pattes des oiseaux, donc la forme des pattes des oiseaux, donc là par exemple la forme des pattes des oiseaux qui se trouvent dans le milieu aquatique, donc ce qu'on appelle pattes palmées pour les oiseaux qui vivent dans les milieux aquatiques. Donc pattes palmées pour vivre dans un milieu aquatique. La dentition des mammifères, bien sûr aussi, la dentition des mammifères, donc en fonction des espèces, donc ils ont développé plusieurs types de dents pour résister dans leur milieu. Donc l'être humain, donc il a développé des canines moyennes et des molaires moyennes parce qu'il est en même temps carnivore et herbivore. Donc bien sûr pour la vache, donc elle a les incisives beaucoup plus développées pour couper la végétation. Donc pour les chiens, le renard, les lions, donc bien sûr les porcs, ils ont développé des canines beaucoup plus développées parce qu'ils sont beaucoup plus carnivores que herbivores. Pour les espèces qui sont, bien sûr, ils ont développé des incisives beaucoup développées qui se nourrissent sur l'écorce des arbres. Donc ils ont des incisives beaucoup plus développées pour couper l'écorce des arbres. Et aussi pour l'adaptation, on a le camouflage. Le camouflage, donc animal se confondre avec son environnement. Donc par cet exemple, donc vous voyez au niveau de ce diapositive, donc là vous avez un papillon qui prend la couleur et la forme du support sur lequel il se trouve. Donc c'est ce qu'on appelle le camouflage, pour se cacher et se camoufler au niveau pour ne pas être repéré par les prédateurs. Donc ça c'est les différents types d'adaptation que je vous ai mis là, des exemples d'adaptation, mais en gros dans la nature, donc on a 3 types d'adaptation d'une façon globale, des adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales. Donc bien sûr on est toujours dans l'adaptation, donc dans le milieu de vie, donc on peut avoir les techniques, on peut avoir les techniques de chasse, exemple les loups. Donc les loups, donc ils ont adopté une sorte d'adaptation de chasser ensemble pour avoir ou bien pour consommer des gibiers qui sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus grands que les loups. Donc c'est pour cela qu'ils ont adapté une sorte de technique de chasse ensemble. Donc la régulation thermique chez les vipères. Donc les vipères, ils présentent une régulation thermique pour résister ou bien pour capturer le proie. Donc là aussi c'est une adaptation. C'est une adaptation, si vous voulez, physiologique. Donc l'hibernation et l'estivation. Donc hibernation, c'est une résistance à l'hiver, c'est une adaptation physiologique. Ça veut dire quand l'animal va sentir beaucoup plus froid, ou bien le milieu va devenir beaucoup plus froid, donc il va hiberner, il va changer son amplitude,
son amplitude physiologique, il va diminuer ses réactions biochimiques à l'intérieur de son corps, il va hiberner, il va résister à cette baisse de température. Bien sûr, il vit au dépôt des réserves qui se trouvent au niveau de son corps. Donc, c'est une hibernation. L'hibernation, c'est une adaptation physiologique au froid. L'estivation, donc l'exemple de l'hibernation, c'est l'ours. Donc, l'ours, quand il fait froid, donc il va hiberner, il va rester en repos pendant quelques mois, il ne bouge plus, et lorsque la température il va augmenter, il va sortir de son hibernation, il va prendre sa vie normale. La même chose pour l'estivation. L'estivation, c'est l'exemple d'escargot. Donc l'escargot, donc, il ne résiste pas à la haute température. Donc lorsqu'il fait très chaud en été, donc l'escargot, donc il va fabriquer une membrane au niveau de l'opercule de sa coquille, et il va rester à l'intérieur de sa coquille. On dit qu'il est estivé, donc il est estivé. Donc au niveau de la coquille, donc bien sûr la température elle est un petit peu plus froide. Donc c'est une adaptation physiologique. Donc l'escargot, donc il va diminuer son métabolisme basal, il va changer son aptitude physiologique, il va s'estiver pour passer les conditions défavorables qui sont l'augmentation de la température ou bien la résistance à la haute température pendant l'été. Donc la migration chez les oiseaux aussi c'est une adaptation physiologique. Une adaptation physiologique, ça veut dire que les oiseaux migrateurs, donc ils vont sentir la diminution de la photopériode, ils vont sentir aussi l'augmentation de la diminution plutôt de l'augmentation plutôt de la température. Donc ils vont migrer pour chercher des zones où la température elle est beaucoup plus froide et la durée du jour elle est beaucoup plus longue que la nuit. Donc ça c'est la migration. Aussi c'est une adaptation physiologique. Donc le tropisme c'est la réaction de croissance d'un végétal face aux facteurs du milieu. Ça veut dire que le tropisme, ça veut dire lorsqu'on met une espèce dans un milieu donné, il va se proliférer, il va se développer, il ne va pas laisser les autres espèces se développer, donc il va augmenter d'effectifs, il va conquérir tout l'espace, c'est ce qu'on appelle le tropisme, et là aussi c'est une adaptation aux facteurs environnementaux ou bien aux facteurs abiotiques qui se trouvent au niveau d'un écosystème. Donc ça c'est d'une façon globale, donc ça c'est un résumé sur les différents types d'adaptation acquis par les espèces, que ce soit animales ou bien que ce soit végétales, si les conditions abiotiques ou bien les facteurs environnementaux sont défavorables. Donc on passe en sixième temps, donc pour faire l'écologie, donc requiert beaucoup de connaissances, ça veut dire pour faire l'écologie comme recherche, pour voir la recherche au niveau de l'écologie, donc ça demande beaucoup de connaissances. Donc ça demande beaucoup de connaissances de point de vue génétique, donc beaucoup de connaissances de point de vue évolution. Donc il faut avoir une idée sur l'évolution des espèces, il faut avoir une idée sur la génétique des espèces, la génétique des populations, ainsi de suite. Il faut avoir une idée sur la physiologie, donc il faut avoir une idée sur la physiologie, que ce soit la physiologie animale ou bien la physiologie végétale. Il faut avoir une idée sur l'éthologie, ça veut dire le comportement des espèces. Il faut avoir une idée sur la chimie, il faut avoir une idée sur la mathématique, pour bien sûr pour faire des tests, pour vérifier vos hypothèses. Donc il faut faire des tests mathématiques et surtout les statistiques. Donc pour faire l'écologie, on a besoin aussi d'un support ou bien d'une connaissance un petit peu sur la physique. Donc c'est pour cela que je vous ai mis là. Donc pour faire de la recherche dans le futur dans l'écologie, donc il faut avoir beaucoup de notions sur ces différentes disciplines
pour pouvoir faire la recherche au niveau de l'écologie. Donc, septièmement, l'écologie, donc bien sûr, elle apporte des connaissances nécessaires sur certains, pour apporte des connaissances nécessaires pour cerner les problèmes environnementaux, les comprendre et les résoudre. Donc, pourquoi on fait de l'écologie? Parce qu'on fait de l'écologie, parce que dans l'environnement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Donc, ces problèmes, il faut les connaître, il faut les étudier, il faut les comprendre, et après, il faut essayer de les résoudre d'une manière plus écologiste. Donc, c'est l'étude de l'environnement. Autant on fait l'étude de l'environnement pour cerner les différents types de problèmes environnementaux, les différents types de problèmes environnementaux, et après, il faut bien comprendre et analyser ces problèmes et essayer de trouver des solutions. Donc, c'est pour cela que je vous ai mis au niveau des diapositives, donc, les différents problèmes qu'on peut trouver. Donc, c'est tout un petit point, tout un petit angle de vision sur certains problèmes. Il y en a beaucoup de problèmes, mais là, certains problèmes pour vous montrer des exemples là. Par exemple, l'érosion des terres par la déforestation. Donc, on sait bien sûr que la déforestation, c'est l'enlèvement des arbres. Donc, si on enlève les arbres d'une forêt, bien sûr, on va provoquer la déforestation et on va engendrer l'érosion des terres et l'érosion du sol. Ça veut dire que les arbres, donc, ils vont maintenir le sol à un certain niveau. Donc, si on enlève les arbres, donc, on pratique ou bien on aboutit à l'érosion du sol. Donc là, c'est un problème qui est actuellement sur toute la planète. Donc, on enlève des arbres pour la fabrication des produits comme les tables, les armoires, pour fabriquer les maisons, donc pour le chauffage, pour le bois de chauffage, mais en même temps, on va favoriser l'érosion du sol. Donc là, c'est un problème. Donc là, c'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, d'autres problèmes, c'est l'appauvrissement des sols par l'agriculture et l'élevage. Donc, ça veut dire quand on pratique l'agriculture, ça veut dire on va semer des graines, on va récolter la récolte, bien sûr, de ce qu'on a semé, mais qu'est-ce qu'on a pratiqué? Donc, on a réalisé un appauvrissement du sol, parce que l'agriculture, c'est le développement des graines, et ces graines-là, ils vont se développer au dépend des produits minéraux et organiques qui se trouvent dans les sols. Donc, quand on pratique l'agriculture intensive, ça veut dire qu'on va pomper au niveau du sol les sels minéraux et la matière organique. Donc, on va favoriser l'appauvrissement du sol. Ça veut dire que le sol va être pauvre en éléments minéraux et en éléments organiques. Donc, quand on fait l'agriculture, donc, il faut réfléchir après la récolte pour retourner à enrichir et à fertiliser le sol, donc en injectant bien sûr des produits qui ne sont pas d'origine synthétique, d'origine normale, pour que le sol devienne riche de point de vue éléments et matières organiques. Donc bien sûr, la pollution de l'eau, on favorise toujours la pollution de l'eau et de l'air. Donc on pollue bien sûr l'eau, on pollue l'air, donc il y a les automobiles, les avions qui vont polluer l'air. Donc bien sûr, nous, on va toujours injecter les produits, les déchets liquides au niveau des nappes, au niveau des rivières, donc on va participer à la pollution de l'eau. Donc là, c'est un problème auquel il faut penser, auquel il faut comprendre et auquel il faut trouver des résolutions ou bien des solutions pour dépolluer l'eau et dépolluer l'air. Il y a aussi le problème de bioinsecticides, bioaccumulation des pesticides. Bien sûr, lorsqu'on utilise les pesticides qui sont constitués par les insecticides, les herbicides, les fongicides,
Donc, bien sûr, les insecticides contre les insectes, les herbicides contre les mauvaises herbes et les fongicides contre, bien sûr, contre les champignons. Donc, lorsqu'on utilise beaucoup de pesticides, donc, on injecte des produits qui sont nuisibles au niveau du sol et ces produits-là, ils vont s'accumuler pour donner une bioaccumulation des pesticides qui va être nocive soit à la production de la matière végétale, qui va être consommée par les animaux ou bien par l'homme. Donc on participe à la pollution de la nature et ça aussi c'est un problème auquel il faut penser pour trouver une solution pour éviter d'utiliser les pesticides. La destruction de la couche d'ozone, bien sûr, la destruction de la couche d'ozone, il vient après la pollution de l'air. Lorsqu'on pollue l'air, donc la couche d'ozone ou bien au niveau de la couche d'ozone, on peut avoir des trous parmi lesquels on peut avoir le passage de l'ultraviolet qui est nuisible soit à l'homme, soit à tous les végétaux ou bien les animaux qui se trouvent sur le sol ou bien sur la planète. Donc le déséquilibre par introduction, d'espèces exotiques. Donc là aussi c'est un problème. Pourquoi? Parce que comme on va définir ce que c'est une espèce exotique, donc une espèce exotique est une espèce animale ou bien végétale dont l'introduction se fait par l'homme. Donc l'homme, il peut introduire une espèce, que ce soit animale ou bien végétale, dans un écosystème. Donc cette introduction, il peut être volontaire, comme il peut être fortuite, ça veut dire au hasard, sans faire attention, sur un territoire ou bien sur un écosystème, et cette espèce exotique, il va menacer l'écosystème. Ça veut dire, là, on va introduire une espèce qu'on appelle espèce exotique, et cette espèce, donc, on peut l'introduire volontaire, comme on peut l'introduire par ignorance ou bien au hasard, et là, il va se développer comme cette espèce-là, comme je vous ai mis au niveau de cette photo-là. Donc, cette espèce dont la fleur elle est jaune, donc il va se développer sur tout l'écosystème, il ne va pas laisser pousser les autres espèces végétaux à côté de lui. Donc, il va profiter sur toute la surface pour se développer à lui seul. Donc, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques. Donc là, au niveau de cet écosystème, donc on a peu de biodiversité, on a la prolifération d'une espèce sur les autres espèces, donc automatiquement, c'est un déséquilibre de l'écosystème. Donc là, c'est un exemple pour vous expliquer pourquoi on fait après des recherches dans l'écologie, donc toujours pour travailler sur le terrain, pour travailler dans l'environnement, pour essayer de chercher les problèmes environnementaux, essayer de les comprendre et essayer de trouver des solutions, bien sûr, écologiques. Donc là, en huitièmement, donc on va passer à l'écologie est une science expérimentale difficile. Pourquoi est une science expérimentale difficile? Pourquoi? Tout simplement parce que les écologistes étudient les êtres vivants sur des vastes territoires complexes où il est difficile d'isoler une variable à l'étude. Ça veut dire que pour faire une recherche écologique, donc on fait une recherche écologique sur le terrain. Donc si on travaille sur le terrain sur une espèce donnée, que ce soit animale ou bien que ce soit végétale, donc ça va devenir, pour mieux expliquer la relation entre ces espèces et les autres facteurs abiotiques qu'on trouve dans l'environnement, ça devient beaucoup plus difficile parce que en même temps, il y a l'action de tous les facteurs abiotiques sur l'espèce. Donc on ne peut pas étudier un facteur écologique pris un par un sur l'espèce. Donc en même temps, sur l'environnement, ou bien dans l'environnement, il y a l'action de tous les facteurs sur une espèce, ou bien sur l'espèce dans laquelle on va faire l'étude. Donc ça devient difficile de cerner parmi tous les facteurs abiotiques quel est le facteur le plus essentiel
ou bien quel est le facteur le plus intéressant qui a un effet directement positif sur l'espèce. Donc, pour connaître quel est ce facteur-là, donc on va faire ce qu'on appelle de l'auto-écologie. Ça veut dire, on va apporter l'espèce au niveau du labo et on va tester les différents facteurs écologiques pris séparément l'un par rapport à l'autre sur l'espèce. Ça veut dire, si on prend l'espèce, on va le ramener au laboratoire, et sur le laboratoire, on va étudier uniquement l'effet de la température comme facteur écologique sur l'espèce pour avoir l'effet de la température sur l'espèce. Et après, on passe à l'étude d'un autre facteur comme par exemple l'humidité, ou bien le vent, ou bien le stress, ou bien les différents types de facteurs écologiques pour voir quel est le facteur essentiel qui a un effet positif ou bien un effet très important sur la distribution de l'espèce sur laquelle on fait cette étude-là. C'est pour cela que je vous ai mis là. Donc l'écologie étudie les êtres vivants sur une vaste territoire complexe où il est difficile d'isoler une variable à l'étude. Donc, parce qu'au niveau de l'environnement, il y a toutes les variables, tous les facteurs abiotiques, tous les facteurs écologiques qui agissent en même temps. Donc, il n'y a pas l'un après l'autre. Donc, ça devient difficile de cerner, bien d'isoler une variable bien précise pour dire que cette variable-là, elle a un effet positif ou bien négatif sur la reproduction, sur la distribution de l'espèce. En plus, il faut souvent beaucoup de temps pour vérifier l'effet de cette variable. Même si on trouve que, par exemple, la température a un effet plus important sur cette espèce, donc il faut beaucoup de temps pour vérifier exactement que c'est la température qui a un effet ou bien c'est la température et un autre facteur qui peut agir sur cette espèce-là. Donc ça devient un petit peu au niveau de l'espace ou bien au niveau de l'écosystème. Donc ça devient plus difficile de faire une étude d'une variable pris isolement par rapport aux autres. C'est pour cela que ça devient beaucoup plus difficile. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire l'écologie sur le terrain et faire de l'auto-écologie au laboratoire. Donc sur le terrain, tous les facteurs agissent en même temps. Par contre, au laboratoire, on peut tester une variable prise isolément sur l'espèce dans laquelle on fait la recherche. D'accord? Donc, neuvièmement et dernièrement, je pense, donc l'écologie a progressé grâce à de nouvelles façons de faire. Ça veut dire que actuellement, on est en 2020, dans les vingtaines, hein, donc on a apporté beaucoup des outils pour faciliter les études écologiques, comme par exemple les méthodes mathématiques assisées par l'ordinateur. Donc ces méthodes-là, ou bien les logiciels mathématiques qu'on peut utiliser à travers l'ordinateur, ça va nous aider à résoudre, bien sûr, à résoudre les hypothèses qu'on peut poser et à trouver des questions d'ordre écologique. Ça veut dire on peut avoir beaucoup de logiciels dans lesquels on peut injecter plusieurs facteurs écologiques, on peut injecter plusieurs choses qu'on rapporte de l'environnement, et ces logiciels mathématiques, donc ils peuvent nous aider sur le savoir ou bien sur la connaissance de l'espèce sur laquelle on travaille. Donc ça va nous donner sa répartition, comment elle est répartie dans l'espace, du point de vue mathématique. Ça va nous donner quelle est la relation entre cette espèce et les autres espèces, bien sûr, qui se trouvent dans les mêmes écosystèmes. Donc ces études ou bien ces logiciels mathématiques qui font des calculs automatiques à l'intérieur de ce logiciel nous aident pratiquement à comprendre l'évolution et la résistance des espèces dans leur environnement. De même, les expériences au laboratoire et sur le terrain permettent d'extrapoler les résultats à des vastes ensembles. Ça veut dire, pour faciliter les études écologiques, comme je vous ai dit
tout à l'heure. Donc, il faut faire des études sur le terrain pour voir comment l'espèce se comporte sur le terrain. Et en même temps, il faut ramener des exemples de cette espèce-là au laboratoire pour faire de l'auto-écologie. Comme je vous ai dit, l'auto-écologie, c'est de tester un facteur variable ou bien un facteur écologique sur l'espèce pour voir quel est l'effet de plusieurs facteurs écologiques pris individuellement sur l'évolution, la reproduction et la résistance de l'espèce pour comprendre un petit peu l'effet des facteurs abiotiques sur l'espèce sur laquelle on fait ces recherches. Donc, on va s'arrêter là au niveau de cette séance-là, qui est une séance de rappel sur l'écologie, sur les différents éléments qu'on peut trouver, ou bien les différents termes qu'on utilise dans l'écologie. Et la prochaine fois, on va aborder notre thème qui est la dynamique des populations. Merci, au revoir.